Mon autre question, encore une fois, c'est à votre avis, quelle amélioration pouvons-nous apporter au système afin de traiter les demandes de résidence temporaire ou permanente plus efficacement? Puis est-ce que vous voyez du dédoublement entre le processus provinciaux et fédéraux qui pourrait être amélioré? Déjà, ça commence, c'est certain, par une augmentation substantielle du budget d'IRCC d'après nous. Pour nous, le budget qui est alloué à IRCC chaque année n'est pas du tout à la hauteur de l'importance du ministère dans l'économie canadienne. Donc là, on a vu qu'il y avait un effort. Je pense que ça a été annoncé, plus de 1000 employés supplémentaires qui vont être affectés à IRCC. C'est une très bonne nouvelle. On n'est pas sûr que ce soit encore assez vu la taille de l'inventaire. Ça prend aussi une meilleure gestion du traitement des dossiers. On voit qu'il y a des inefficiences à plusieurs égards. Notamment, il suffit qu'il y ait une pièce qui soit pas bonne et le dossier revient au demandeur. Parfois, il faut même recommencer au tout début. Entre-temps, les pièces ont expiré. Il doit y avoir des meilleures façons de faire que cela. Et je pense que là, on voit qu'il y a un enjeu. L'enjeu est de taille suffisamment pour qu'on se rende compte aujourd'hui. On le voit vraiment comme une opportunité pour IRCC de regarder un peu ces procédés et de les revoir. Au niveau du dédoublement, c'est quand même assez bien défini. C'est sûr que ça ajoute une longueur, mais nous, on remarque que la longueur, ça se passe quand même toujours surtout du côté d'IRCC. Une fois que le dossier est déjà arrivé à IRCC, là, donc c'est pas vraiment un enjeu qu'on soulève pour l'instant. Merci. Non, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. To Mr. Brunel Desep, you will have 6 minutes for your round of questioning. You can please begin. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous les témoins qui sont ici avec nous pour participer à cette étude extrêmement importante. J'ai plusieurs questions pour vous, Madame Launay. Tout d'abord, je voudrais féliciter vous et votre organisation pour le travail que vous abattez avec les peu de moyens qui sont à votre disposition. Et en parlant de ça, quels sont les plus grands défis pour le genre d'organisation que vous représentez lorsque votre interlocuteur, c'est IRCC? Quels sont les plus grands défis lorsqu'on n'a pas nécessairement tant de moyens que ça? Mais je vous dirais qu'on a les mêmes défis que les personnes immigrantes, parce qu'on en est des personnes immigrantes, toutes les personnes du Québec, c'est nous aussi. C'est difficile de communiquer avec quelqu'un à IRCC de façon générale. C'est la réalité de l'organisation, c'est opaque comme ministère, donc c'est difficile d'obtenir des réponses. C'est pour ça que nous, par exemple, une de nos demandes, c'est qu'IRCC soit plus transparent sur les directives qui sont données aux agents d'IRCC pour qu'on puisse mieux comprendre comment les décisions sont prises. Parce que ça, c'est des informations qu'on n'a pas et qui ne nous permettent pas de vraiment comprendre le nœud du problème. Donc, plus de transparence. À ce moment-là, est-ce que, par exemple, la création d'un poste d'ombudsman pourrait aider justement par rapport à l'opacité et le manque de transparence d'IRCC? Absolument. On pense que c'est rendu indispensable. Il y a plusieurs problèmes de nature systémique à IRCC qui doivent être étudiés par une institution indépendante, donc comme une ombudsperson, pour ensuite proposer des solutions concrètes. Vous avez parlé dans votre allocution de départ d'un mécanisme de plan d'urgence dont IRCC devrait se doter. Peut-être que vous pourriez élaborer là-dessus et dire à quel point, nous, on avait proposé ça au gouvernement. D'ailleurs, j'attends toujours la réponse du ministre, mon ami Sean. Je me demande ce que vous en pensez, justement. En fait, l'idée, ce serait vraiment de créer un volet d'IRCC qui est responsable uniquement de la gestion des urgences humanitaires, avec des ressources dédiées à temps plein à la gestion de ces urgences, afin que à chaque fois qu'il y ait une crise type Afghanistan ou Ukraine, que les ressources ne soient pas prises ailleurs pour les traiter. Après, la forme que ça va prendre, je laisse aux soins à IRCC de décider la forme. Selon votre expérience, merci beaucoup, on fait des questions rafales. Selon votre expérience, quelles sont les plus grandes contradictions ou avez-vous affaire à des absurdités quand vous faites affaire avec IRCC ou en tout cas lorsque les personnes immigrantes font affaire avec IRCC? Il y en a beaucoup. C'est la norme, en fait, les absurdités. Donc, je mentionnais tout à l'heure notamment le fait de devoir demander des permis de travail à répétition en attendant la décision de résidence permanente. C'est particulièrement absurde parce que c'est des personnes qui, par définition, ont été sélectionnées, dans notre cas, par le Québec. Donc, on sait qu'on en a besoin en ce moment. Ces personnes, pour la majorité, habitent déjà au Canada et viennent ajouter un fardeau supplémentaire à IRCC, tout simplement parce que l'institution n'est pas capable de traiter leur dossier dans les standards de traitement normaux.
Lorsqu'on parle de délai de traitement, est-ce que, selon vous, ça touche tous les programmes d'IRCC, c'est-à-dire permis d'études, étudiants étrangers, permis temporaire, permis permanent? Est-ce que ce sont tous les programmes et est-ce que les ajouts les annonces que le ministre a fait là, en janvier puis au mois d'août, en fait, c'était presque la même annonce là, d'injection d'argent, va faire en sorte que les délais seront remis plus à la normale? Ben nous, on constate des délais à absolument tous les niveaux d'immigration, dans toutes les voies temporaires et permanentes. Cela dit, effectivement, comme il y a des nouveaux programmes qui sortent, comme disait Mme Kwam tout à l'heure, on observe aussi quelques personnes dont les dossiers sont traités de façon très rapide, alors qu'il reste encore 2 millions de personnes dans l'inventaire. Donc il y a à la fois de la longueur des retards dans toutes les voies d'immigration et des différences de traitement majeures comme ça qu'on observe. Je pense que vous faites beaucoup affaire avec des gens de l'Afrique francophone. Donc, vous devez faire affaire avec les bureaux de Rabat et de Dakar. Est-ce qu'il y a une problématique par rapport à ces bureaux de visa-là comparativement, par exemple, à des bureaux qui se trouvent en Europe? Oui, c'est sûr nous, on reçoit beaucoup de messages, notamment du bureau de Dakar, là où il y a vraiment un enjeu de volume de traitement qui est bien inférieur à la moyenne. Puis j'en profite pour mentionner que nous, là, aujourd'hui, on parle de vitesse de traitement, d'efficacité. Nous, on veut vraiment pas que ce soit fait au détriment d'un traitement juste et équitable. Notre organisation était là en février pour parler des enjeux de biais et de discrimination des étudiants francophones, principalement venus d'Afrique. Donc nous, on voudrait vraiment s'assurer que, quelles que soient les décisions qui sont prises par IRCC pour accélérer les délais de traitement, que ce soit fait d'une manière à ne pas reproduire ces discriminations-là ou même à les aggraver. Est-ce que, des fois, on se rend compte que, par exemple, Chinook a été mis en place pour traiter plus de demandes possibles, mais en fait, est-ce que ça n'a pas l'effet inverse? C'est-à-dire qu'il y a moins d'attention qui va être mise sur un dossier parce qu'on veut en régler le plus possible? Ben, c'est le risque, effectivement. C'est pour ça que pour nous, il y a vraiment un besoin de transparence pour qu'on sache exactement quel est l'algorithme de Chinook, comment est-ce que fonctionne cet outil, quelles sont les directives données aux agents, et ensuite avoir vraiment une institution indépendante qui peut observer ces choses-là et donner des recommandations. Parce que oui, c'est un risque. Mais à ce moment, c'est bon, Madame la Présidente, j'ai encore du temps? 30 secondes. Bon, 30 secondes, je pense qu'on ne pourra pas se reparler. Est-ce que vous avez un dernier message à livrer au comité? Je pense que là, je voudrais juste dire que là, on est dans une situation qui est quand même assez grave. 2 millions de dossiers pour un pays de moins de 40 millions d'habitants, c'est vraiment embarrassant. Donc, c'est vraiment l'opportunité de regarder vers nous et trouver des solutions. Donc, je vous invite vraiment à être créatif et à think outside the box pour régler ces problèmes. Merci beaucoup, Madame Launay. Ms. Launay, I'm just wondering, in your experience through your work, do you have specific regions to which you're concerned with processing delays? Yes, Western Africa in general has seen worrying levels of rejections. I think IRC has the numbers, but between like 70 to above 80% of rejections, specifically for study permit applications, yes. And obviously, because these are Francophone countries, most of these students were bound to go to Quebec. Thank you. So to address that issue and these kind of specific regional issues, although I could name other countries too, what is your recommendation then for the government to address that situation specifically for Quebec? I think it all comes to allocation of resources. Again, we don't have enough visa offices and processing centers. Sorry for interrupting. Time is up for Ms. Kwan. We will now proceed to Mr. Reddycop. Mr. Reddycop, you will... Okay, Mr. Hallen. Mr. Hallen, you will have 4 minutes. You can please begin. Thank you, Madam Chair. My first question is for Ms. Launay. First of all, thank you for all that you do and the advocacy with the limited resources, like my friend Alexis said. We were talking about systemic challenges, and we saw over the summer a number of conferences and events, and we saw that the negative effect that these liberal-made immigration backlogs had on some of those conferences, like the one in Toronto, where visas weren't approved. There was African elite runners at the Ottawa Marathon, didn't make it here, a Nigerian pop star. Even the AIDS conference in Montreal, we saw these images of stages that were empty, all due to backlogs that were created by the government that haven't been worked on. And in most cases, these were racialized
people applicants, and in some cases they were applied for months in advance, and because of the bureaucratic mess, they weren't able to come here. So, you spoke of having faster processing, but fair processing. So, what kind of changes do you think need to be made? And can you highlight some of the damage that's being done on a world stage when you see these conferences where racialized applicants are the ones that are being rejected? Thank you for your question. Well, when it comes to visas, we sort of get to the root of how immigration works in Canada, because not everybody needs a visa to get here, right? So the nature of who gets a visa, who needs a visa, and who doesn't is sort of bigger than I think what we're tackling today, and it affects disproportionately people of color, of course. When it comes to the impact that it has, it's been interesting for us to see just in our own networks. Every time, we're very active on social media and we post about all sorts of issues. But you're talking about the Nigerian pop star that was supposed to come to Nuit d'Afrique, that festival in Montreal. When we posted about that, our page exploded, and people notice abroad. And I think that's maybe one point I want to get across today. People are watching. Canada is a destination for immigration for a lot of people, and they see very well what's happening. And when they see one of the biggest African pop stars being denied a visa, or experts on AIDS not being able to get to the conference, it sends a message that Canada is not a welcoming place for immigrants and for experts. And it's, I think it runs contrary to what Canada is trying to do. Let's just put it that way.